Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément, ce nouveau BADA. Quelques-uns de ces BADA ont existé grâce à la complicité de nos auditeurs qui sont un cinquième réparti à travers le monde, comme l'est aujourd'hui Michel Leonardi, qui est notre auditeur à Singapour. Michel Leonardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Singapour depuis 2 ans et peut-être avant que nous parlions de la manière dont la pandémie a été traitée et est encore d'ailleurs traitée à Singapour, peut-être faudrait-il que vous nous rafraîchissiez la mémoire sur ce qu'est Singapour et sur l'histoire au moins récente de cette ville-État. Oui, alors Singapour, c'est un tout petit pays qui se situe à l'extrême sud-est de la Malaisie. Donc c'est au sud de la Chine, au sud de la Thaïlande, au sud-est de la Malaisie, et qui est grand comme un tout petit peu plus grand que le territoire de Belfort, donc, avec 6 millions d'habitants. Et donc Singapour a été fondé en 1819 quand Sir Stamford Raffles de la East India Company, à l'époque, a négocié avec le sultan qui dirigeait la Malaisie à l'époque pour avoir la possibilité d'installer un entrepôt sur cette toute petite île de Singapour à l'époque, parce qu'ils avaient l'ambition pour prendre le contrôle un peu du commerce dans toute cette partie de l'Asie du Sud, de contrer la domination hollandaise. Et ils imaginaient, à juste titre, que Singapour était vraiment un point parfait pour installer une activité portuaire. Et je dirais le coup de maître à l'époque a été d'installer un port franc, c'est-à-dire un endroit où les navires pouvaient débarquer, déposer de la marchandise, repartir avec de la marchandise, stocker, etc., sans taxes. Et donc très très vite, le commerce s'est développé de manière spectaculaire, et alors que le port franc s'installait, et dirigé donc par deux membres de la East India Company, la population de Singapour, qui était très 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 faible à l'époque en fait, les premiers habitants de Singapour étaient les plus anciennes reliques de Singapour, qui consistent en une espèce de gros caillou en fait qu'on peut voir dans un musée aujourd'hui. C'est à peu près tout ce qui reste du XIVe siècle à Singapour. Mais après, très vite, l'île n'a plus été quasiment plus habitée. Et après l'installation du port franc, la ville a atteint 5000 habitants en 2 ans. Donc on est vraiment parti de très très peu. Et donc, mais très vite, l'expansion a été spectaculaire. Et le commerce du tissu, de l'opium, de la soie, du thé, des épices, etc., a fait venir beaucoup de travailleurs de Chine, d'Inde, et la population a augmenté de manière très spectaculaire, et donc s'est développée ensuite sous la forme d'une colonie britannique à partir du milieu du 19e, seulement une cinquantaine d'années plus tard seulement. Singapour est devenu une colonie britannique après avoir été ce port franc. Et donc, c'est développé de manière très, très spectaculaire jusqu'à milieu du XXe siècle. Et il y a eu un tournant dans l'histoire de Singapour, c'est l'invasion par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, et où là, en fait, les Singapouriens ont compris que les Anglais n'étaient pas invincibles, puisqu'ils ont perdu la bataille contre les Japonais. Et les quelques années, les 3 ans d'occupation japonaise ont été un traumatisme qu'on voit partout dans les musées qui racontent l'histoire de Singapour. Un traumatisme qui a vraiment généré le sentiment en tout cas la volonté de devenir indépendant et de prendre en main son destin pour les Singapouriens, enfin leur destin pour les Singapouriens. Et donc, alors que, comme partout dans le monde, la décolonisation commençait à se répandre en quelque sorte, les idées d'indépendance et d'autonomie et de développement.
vraiment un parti des leaders politiques se sont formés en s'appuyant sur des Singapouriens formés par le colon anglais dans les meilleures universités, parce que l'Angleterre, dès le début du siècle, enfin dès le début du XXe siècle, avait vraiment promu la formation des Singapouriens et des Singapouriennes dans de très bonnes écoles installées soit à Singapour ou même dans des écoles anglaises. Donc voilà, donc toute cette élite naissante, avec le contexte de décolonisation, a construit des partis politiques et qui ont abouti à un gouvernement autonome en 1959, et puis l'indépendance totale, totale ou l'indépendance complète en 1965, après toute petite 2 années de tentative de fusion avec la Malaisie. Et donc le premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew, qui est vraiment considéré comme le père de la nation, on le voit sur des films d'époque, notamment une conférence de presse qui a marqué les esprits à l'époque, où il reconnaît devant des journalistes l'échec de l'union avec la Malaisie qui lui tenait à cœur. Il voyait vraiment une communauté de destin, une communauté d'origine, une communauté entre les peuples. Et on voit ce Premier ministre ému aux larmes en fait devant un petit parterre de journalistes, et c'est devenu comme une sorte de déclic pour la création vraiment de l'identité nationale singapourienne. Donc voilà, 1965, l'indépendance, Lee Kuan Yew, premier ministre, il va le rester pendant quelques dizaines d'années, et son parti, le PAP, le People Action Party, Parti d'action populaire ou Parti d'action du peuple, est toujours au pouvoir sans discontinuer depuis l'époque, malgré, si je puis dire, une série d'élections qui ont eu lieu, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Voilà un petit peu en très court l'histoire de Singapour, qui remonte à 1819 et 1965, mais avec aussi quelque chose qui est assez marquant autour de nous ici, c'est que les deux dates sont célébrées, c'est-à-dire aussi bien la fondation de Singapour en 1819, Lord Raffles a son nom partout dans Singapour, Raffles Plaza, Raffles Place, les Raffles Building, c'est un des bâtiments emblématiques du paysage urbain de Singapour. Il est vraiment célébré comme le fondateur de Singapour, et évidemment Lee Kuan Yew, le père de la nation à partir de 1965. Mais c'est très intéressant de voir comment l'histoire de Singapour ne débute pas à la fin de la colonisation, mais vraiment assume complètement ces 200 ans, puisqu'on a fêté les 200 ans l'année dernière, ces 200 ans d'histoire. Et il y a une partie très importante de la population singapourienne qui n'est pas singapourienne au sens de la nationalité. Je crois que c'est à peu près un quart de cette population. Et à partir de quand s'arrête la nationalité, ou plutôt, puisque vous nous avez rappelé qu'il n'y a pas de Singapouriens, si j'ose dire, dessous, puisqu'il n'y avait pas de Singapour. Donc, il y a un moment, est-ce que c'est 1965, par exemple, où le passeport singapourien ne peut plus être acquis automatiquement? Est-ce que c'est plus tard? Qui sont les Singapouriens qui peuvent se réclamer de la nationalité singapourienne? Alors aujourd'hui, les Singapouriens, enfin la population singapourienne, à peu près 4 millions de personnes, donc d'origine majoritairement chinoise, près de 80%, malaise ou malaisienne, et un petit peu indienne. Ça, c'est les trois grandes origines, et complété d'à peu près 1,5 million de travailleurs étrangers. Donc, l'arrivée massive des travailleurs étrangers date du début du développement économique acharné, si je puis dire, dans les années 70. L'industrialisation des usines de production, en même temps que la finance se développait, mais aussi une explosion littéralement des investissements étrangers, puisque Singapour n'a strictement aucune ressource. Singapour produit
ne produit pas sa nourriture, ne produit pas de bétail ni rien de tout ça, donc à part quelques œufs élevés en batterie, parce que élevés dans la nature, c'est trop compliqué d'un point de vue hygiène. Donc voilà, Singapour a tout basé sur l'investissement étranger, tout basé sur la finance et sur l'industrie, très fortement. Et donc, c'est appuyé sur des travailleurs étrangers. Donc, depuis le début de cette expansion économique, la nationalité est devenue plus compliquée à acquérir. Donc, et les vagues d'immigration, en fait, ont été soit massivement avant l'indépendance et dans tout le cours du 19e siècle, une grosse partie au premier du 20e siècle, dans la première moitié du 20e siècle. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Aujourd'hui, l'immigration est gérée au cas par cas à Singapour, et quelqu'un qui veut venir travailler à Singapour doit avoir un emploi avant de passer la frontière. Donc, on ne peut entrer à Singapour que si un employeur vous montre aux autorités votre contrat de travail. Et à partir de là, vous pouvez venir à Singapour seul. Pour pouvoir venir à Singapour avec sa famille, il faut justifier d'un salaire mensuel qui aujourd'hui est de 6 000 $ singapouriens. 6 000 $ singapouriens, c'est presque 4 000 €. Donc aujourd'hui, si vous êtes un travailleur étranger qui veut faire venir sa famille, vivre avec lui à Singapour, il faut gagner 4 000 €, ce qui est 1 200 € au-dessus du salaire médian des Singapouriens. Donc c'est énorme. Donc en fait, l'immigration de travail, l'immigration n'est qu'une immigration de travail d'ailleurs à Singapour, est contrôlée au cas par cas, et si votre permis de travail expire, vous repartez. Donc c'est contrôlé par origine, c'est contrôlé par nationalité. Alors c'est très facile puisque l'île est une île, et donc on peut pas entrer à Singapour par des chemins détournés. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, 80% des emplois dans la construction, Singapour fait énormément de construction d'immeubles magnifiques qui sont vendus des fortunes à des milliardaires de tous les pays d'Asie. Beaucoup de construction d'immeubles, beaucoup de développement de centres commerciaux, de centres de récréatifs, de tourisme et des choses comme ça, avec 80% des travailleurs qui viennent de l'étranger et qui viennent seuls. Et donc, c'est contrôlé de cette manière-là, et c'est accepté par par les Singapouriens, parce qu'en fait, ils s'en rendent compte, on peut peut-être en toucher un mot maintenant, ils se rendent compte que la société singapourienne fonctionne, et la richesse singapourienne vient aussi de l'apport de ces travailleurs étrangers qui évidemment gagnent beaucoup moins que n'importe quel Singapourien. Donc on a vraiment deux catégories d'emplois à Singapour: les emplois pour les Singapouriens et les emplois pour les travailleurs étrangers. Ça veut dire aussi forcément deux catégories de population. Si on en vient à la pandémie de la Covid-19, comment est-ce que Singapour y a fait face, et comment est-ce que les deux catégories de population ont été traitées dans cette action contre la pandémie? Oui, alors très vite, alors la pandémie a commencé ici à peu près début février. En tout cas, le niveau d'alerte a commencé début février, avec quelques cas emblématiques de réunions qui ont eu lieu dans des grands hôtels, et tout a commencé ici avec une réunion qui a amené des spécialistes d'une technique particulière dans un hôtel de Singapour, qui venaient de partout en Asie, notamment de Chine. Et donc, la pandémie à Singapour a commencé à partir de là. Mais début février jusqu'à début avril, finalement, il n'y a pas eu de confinement, et tout a fonctionné sur la base du contact tracing, c'est-à-dire de la capacité des autorités, dès qu'un cas était déclaré, à l'interroger, vraiment, interroger la personne en disant: qui avez-vous fréquenté, donnez-nous les numéros de téléphone, on va les appeler, on va les tester, beaucoup de tests dès le départ. Et très longtemps, pendant plusieurs semaines, voire près de 2 mois, l'épidémie est restée complètement dans la population singapourienne et n'a pas du tout touché les travailleurs étrangers. Au moment où l'épidémie a commencé dans le reste du monde, des gens ont commencé à revenir de l'étranger,
d'Inde, des États-Unis, d'Europe. Et là, il y a une deuxième vague. Et là, cette deuxième vague a frappé massivement les travailleurs étrangers qui vivent dans des dortoirs, parce que leur salaire est à peu près, je vous disais, salaire médian à Singapour à peu près 2800 euros, salaire mensuel minimum d'un travailleur étranger, c'est probablement 800 euros, quelque chose comme ça. Donc, pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie, peut-être même moins dans la construction, c'est pas négligeable, mais c'est évidemment très en dessous de, on peut pas se loger à Singapour avec. Donc, ils dorment dans des dortoirs, et des dortoirs qui sont construits par le ministère du Travail, d'immenses immeubles, d'immenses groupes d'immeubles, où ils dorment à peu près à 10, 15 par chambre, avec des conditions d'hygiène qui peuvent être correctes, avec tout ce qui est nécessaire autour d'eux pour acheter des choses, pour acheter des repas, pour manger, se retrouver ensemble. Donc, les communautés fonctionnent bien, mais la promiscuité est telle qu'à partir du moment où des cas ont été déclarés dans les groupes de travailleurs étrangers, c'est complètement démultiplié. Donc là, le nombre de cas quotidiens par jour, en plus, les autorités ont massivement testé aussi cette population, a explosé. Et à partir de là, après 2 mois sans confinement, malgré des mesures restrictives pour entrer dans les magasins, des mesures de distance dans les restaurants, etc., à partir seulement de début avril, le port du masque est devenu obligatoire. On ne portait pas de masque à Singapour pendant les 2 premiers mois. Et l'économie s'est mise en ce qu'ils appellent en lockdown, donc en confinement. Donc tout s'est arrêté et n'ont continué que les industries critiques, l'énergie, le traitement des eaux, le déchet, le nettoyage, voilà. Donc tout ce qui permettait de continuer à faire tourner l'économie. Et le redémarrage de l'économie a été et est encore impacté aujourd'hui par la suite du coronavirus dans ces groupes de travailleurs étrangers, puisque les cas, le testing, enfin les tests sont massifs toujours aujourd'hui, et on continue d'avoir 150 cas par jour déclarés, même si c'est souvent des cas très bénins. Et Singapour aujourd'hui a atteint plus de 45 000 cas de coronavirus, ce qui pour une population de 6 millions d'habitants est beaucoup, mais seulement 26 décès. Donc les autorités gèrent ça très très bien. Des centres de soins ont été développés, des structures comme celles qu'on a vues à Wuhan au début de l'épidémie se sont développées à différents endroits de Singapour, et le gouvernement traite très très bien tous les malades, qu'ils soient d'origine étrangère ou qu'ils soient singapouriens, avec beaucoup de responsabilités, et puis un peu le paternalisme qui caractérise Singapour, quoi. Mais donc oui, l'épidémie a été complètement démultipliée à partir du moment où les travailleurs étrangers ont été touchés. Et aujourd'hui, ils restent dans leur dortoir, pour la plupart encore, hein. Ils commencent petit à petit à pouvoir revenir travailler. Ils restent dans les dortoirs, ils sont nourris, ils sont logés, et ils attendent de pouvoir travailler. Quand le port du masque est devenu obligatoire à Singapour, on a vu sur les réseaux sociaux et même sur les chaînes de télévision, on a vu des images qui… Alors Singapour a évidemment la réputation d'être un pays dans lequel la police est, comme on dit, bien faite, c'est-à-dire sévère, et même ne passe rien, où les différentes règlements, enfin beaucoup de règlements touchent à la vie quotidienne. Et au moment où le port du masque est devenu obligatoire, on a vu des images dans un parc d'un chien robot qui… C'est vrai. C'est vrai, ça n'est pas, c'est pas quelqu'un qui s'est amusé, parce que je pense que au fur et à mesure où les réseaux sociaux se développent, ce dans quoi on a le moins confiance, ce sont les images. Donc c'est vrai, vous confirmez qu'il y C'est avait… vrai, c'est vrai. Je l'ai pas vu parce que c'était assez loin de là où je vis, et c'était en période de confinement. On sortait pas forcément très très loin de chez soi. Mais oui, oui, c'est vrai. Et mais le port du masque est massivement, enfin il est partout, hein. Partout où vous allez, les gens portent le masque tout le temps. Et c'est quasiment 100% de port du masque. Mais c'est vrai que la police est très sévère. Il y a un cas qui a fait la une des journaux, c'est en plein milieu du confinement, au moment où les autorités acceptaient que les gens puissent aller se promener un petit peu. À partir du moment où on était en noyau familial, donc on pouvait aller se promener avec sa femme et ses enfants, mais on ne pouvait pas se retrouver avec des amis, etc. Et 5 ou 6 expatriés ont cru bon d'acheter en vente ambulante, acheter des bières et de s'asseoir sur les marches d'un restaurant fermé.
Et ils ont tombé le masque et ils ont commencé à discuter en buvant au milieu de l'après-midi. Et la photo a été publiée sur Facebook par un Singapourien outré. Et sur ces 6 personnes, 5 sont repartis. Voilà, leur permis de travail a été annulé purement et simplement. Et ça s'est passé il y a un petit mois. Ils sont partis. Ils sont plus à Singapour. Celui qui est resté à Singapour, c'est parce qu'il était résident de Singapour, donc il pouvait pas l'expulser. Mais sinon, voilà, c'est aussi radical que ça. Sur la base d'une photo, sur les réseaux sociaux, voilà, un jugement assez rapide. Et les dénonciations. Le New York Times a publié l'article d'une de ses journalistes qui n'était pas en mission, mais qui était en visite à Singapour et qui raconte comment, sortant de son jogging, elle enlève le masque et sa voisine du dessus l'interpelle, ne l'injurie pas, mais pas loin, et téléphone à la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui est sans masque au pied de chez elle. Le régime singapourien a une réputation de dureté, de sévérité. Le vote y est libre, mais la presse y est beaucoup plus contrôlée que dans ce qu'on appelle un régime démocratique. D'ailleurs, Reporters sans frontières classe très mal Singapour dans la liste des pays qui, en fonction de leur respect de la liberté de la presse, pardon, il vient d'y avoir des élections. Ces élections, c'était donc la veille du jour où nous enregistrons. Ces élections ont marqué non pas un changement de gouvernement, mais un changement d'attitude de la population. Qu'est-ce qu'on peut en dire et en comprendre? Alors, alors déjà, la campagne a été très courte, hein, quelques semaines de campagne seulement, et là, le sujet était partout, sur les réseaux sociaux, dans les conversations, à la télévision, mais avec évidemment un axe très, très, très favorable au gouvernement. Mais le débat était partout. Il y a eu des débats contradictoires, et les partis politiques, ils sont à peu près une dizaine, se sont vraiment exprimés face à des membres du gouvernement qui souvent étaient candidats dans une des à peu près 20 circonscriptions de Singapour. 20 circonscriptions, à peu près 4 ou 5 membres du Parlement ou députés par circonscription. Et puis, si vous gagnez une circonscription, vous avez tous les députés associés à cette circonscription. Donc, le débat a vraiment eu lieu, mais même le leader du principal parti d'opposition, le Workers' Party, disait on sait très bien qu'on ne peut pas prendre le pouvoir aujourd'hui à Singapour. Donc le PAP, le parti au pouvoir, veut un mandat pour lutter contre le coronavirus et relancer l'économie et les emplois et les investissements, etc. On ne veut pas lui prendre ce mandat. En revanche, on ne veut pas lui donner un chèque en blanc. Donc c'est une intervention qui a fait pas mal de bruit, parce qu'elle était assez brillante dans le débat. Mais voilà, le Workers' Party a gagné 2 circonscriptions, ce qui n'était jamais arrivé, 10 députés, et le leader du parti, vraiment, en parlant à la télévision le soir, avait l'air absolument heureux de cette avancée, parce que un peu comme si la population sentait qu'elle n'était pas encore mûre pour une alternative politique. Très difficile. On a l'impression, même en parlant avec les Singapouriens, qui dans tout type de métier, hein, ils critiquent de manière assez, voilà, avec un sourire aux lèvres souvent, le fait que le gouvernement se mêle de tout, absolument de tout. Mais en même temps, ils sont encore dans ce mode, si on est là aujourd'hui, si Singapour est là aujourd'hui, si Singapour a survécu à l'après-colonisation et à la séparation avec la Malaisie, c'est parce que nos leaders ont été à la hauteur. Donc le culte de la personnalité de Lee Kuan Yew, et aujourd'hui c'est un de ses 2 fils qui est Premier ministre depuis une quinzaine d'années maintenant, reste fort. Ça reste fort. Donc c'est assez contrasté, et c'est assez perturbant quand on a l'habitude d'un pays où on conteste tout et tout le temps, et avec beaucoup de liberté. Là, on a l'impression en fait que les Singapouriens sont pas encore mûrs pour un
pour un remplacement d'un parti politique par un autre. Mais ils ont vraiment eu envie de voter et ils ont vraiment apprécié de cette diversité-là qui commence à arriver au Parlement. Ça représente quelque chose d'important. Et même le Premier ministre l'a reconnu. Voilà, les Singapouriens ont demandé plus de diversité. Cela dit, on a encore, c'est une élection à un tour. Le parti au pouvoir a obtenu à peu près 60% des voix, mais c'est beaucoup moins qu'historiquement. Alors après, il y a aussi le fait que sur les 20 circonscriptions, les partis d'opposition, le Workers' Party n'est pas présent partout. Donc même, il ne peut pas gagner toutes les circonscriptions. Donc il y a une sorte d'éparpillement d'opposition qui tombe pas mal pour le parti au pouvoir, puisque cet éparpillement fait que finalement, même si le leader du parti est brillant, passe bien dans les médias, il n'est pas présent partout. Et donc d'autres circonscriptions, l'opposition, c'est un autre parti qui est peut-être moins brillant, moins en avant, moins clair dans ses propositions alternatives, et du coup, ça émiette et ça diminue ça élimine presque la possibilité d'un changement complet de majorité. Alors, après avoir essayé de tirer quelques enseignements de cette dernière élection, est-ce qu'on peut, pour terminer notre conversation, est-ce qu'on peut dire un mot de la manière dont est organisée la reprise économique à Singapour? Alors, aujourd'hui, c'est encore très progressif. Il y a une espèce de prudence presque que les étrangers ici à Singapour ont du mal à comprendre. C'est-à-dire la difficulté de franchir le pas vers le déconfinement complet, vers la réouverture complète de l'économie. Donc, par exemple, l'aéroport de Changi, qui est vraiment un hub très, très important, un des aéroports les plus importants du monde, et encore quasiment désert aujourd'hui. Donc, le trafic aérien n'a vraiment pas encore repris. Les échanges avec les pays voisins sont encore très, très limités. Donc, il y a la volonté d'injecter beaucoup d'argent dans l'économie et de l'argent, le gouvernement singapourien en a, d'injecter beaucoup d'argent dans l'économie pour la faire redémarrer, mais avec une espèce de peur de se tromper une nouvelle fois, entre guillemets, dans la gestion de l'épidémie. Donc, il y a beaucoup de prudence. Et là, parce que les travailleurs étrangers ne sont pas encore en mesure de venir reprendre le travail massivement, donc le travail reprend, mais avec énormément de mesures dictées par le ministère du Travail, énormément de mesures qui s'appliquent aux entreprises, des audits effectués, des membres du ministère qui viennent vérifier dans les entreprises que les distances sont respectées, et des amendes sévères et des fermetures. Donc, énormément de contrôle, comme toujours ici à Singapour, mais avec ce côté étonnant vraiment de paternalisme, c'est-à-dire de vouloir protéger absolument tous les habitants de Singapour, même contre leur gré, si je puis dire, d'une certaine manière. Donc ça reprend avec une perspective de 7% de recul du PIB, mais ça reprend avec beaucoup d'inconnus. Donc, et le gouvernement fait ce qu'il fait très bien depuis de nombreuses décennies, c'est il parle de développement futur, il parle de projets, il parle de réorienter vers l'économie vers différents pans, vers des choses plus digitales, vers la biomédecine, vers des choses comme ça. Donc, essaye de se projeter en avant et de faire comprendre à la population que ça va être une période très dure, c'est le message qui passe partout dans les médias, mais avec un plan à long terme de continuer à développer l'économie sur des technologies les plus prometteuses. Michel Leonardi, vous n'êtes pas singapourien, vous êtes à Singapour depuis 2 ans, vous êtes un expatrié. Qu'est-ce qui est agréable dans la vie à Singapour et qu'est-ce qui l'est moins? Alors, ce qui est agréable et même fascinant, c'est la manière dont cohabitent les Singapouriens entre eux. Donc, il y a beaucoup de communautés différentes avec des coutumes différentes, des religions différentes, et toutes les religions à Singapour sont mises en avant comme étant Singapour se définit comme une nation multiculturelle depuis le départ. Donc, toutes les religions sont reconnues et on voit dans la rue, on voit des groupes de jeunes gens qui sortent ensemble et dans lesquels vous avez toutes les tenues vestimentaires possibles.
toutes les origines possibles, et ça se passe de manière extrêmement pacifique, quoi, hein. Donc là, ça c'est très agréable. C'est-à-dire cette capacité à faire vivre des communautés ensemble sans heurts. Alors après, en amont, il y a une stratégie implacable du gouvernement de partage des zones d'habitation et de l'équivalent des HLM entre les communautés, et de contrôle un par un de qui va pouvoir habiter dans tel immeuble, pour que l'équilibre entre les communautés soit respecté dans les immeubles, dans les quartiers et dans le pays en entier. Donc ça, c'est assez fascinant, parce que ça semble très pacifié, et c'est un peu de la même manière que les jeunes gens, les jeunes filles peuvent sortir tard le soir, jamais être embêtés par personne. Donc ce sentiment de sécurité qui est vraiment présent, enfin on le sent quand on vient d'Europe, c'est à la fois agréable et perturbant, hein, évidemment, mais c'est très agréable. Et les Singapouriens en parlent beaucoup. Ici, on est en sécurité, donc c'est quelque chose qu'ils reconnaissent volontiers. Mais pour un Européen, pour un Français, on sait que derrière tout ça, il y a un gouvernement très autoritaire, mais c'est assez perturbant de voir le résultat de la manière dont est conduit tout ça. Et alors après, le côté agaçant, en particulier pour un étranger qui travaille dans l'industrie et qui a un petit peu l'habitude voilà, dans l'industrie, on discute, on essaye d'innover, on essaye de transformer les choses. Les Singapouriens ont la culture de l'excellence qui commence dans leur système scolaire. Et l'excellence, ça veut dire on ne veut pas avoir 9,5 sur 10, on veut savoir où sont les 0,5 qui manquent et qu'est-ce qu'il faut faire pour les atteindre. Et ce souci de la perfection, ça rend la prise de décision difficile, assez paradoxalement. Donc, un étranger qui travaille avec des Singapouriens se demande quand on va prendre une décision et quand on va arrêter de vouloir vérifier qu'il ne reste pas un petit élément d'inconnu avant de prendre une décision que les Singapouriens aiment prendre sur 100% des informations sûres, alors que les Européens ou les Américains marchent au fameux 80-20, on a 80% des infos, on y va. Et donc ça, c'est assez frustrant, cette culture de coller au protocole et à la procédure qui va très très loin. Et c'est très agaçant. Michel Leonardi, merci de nous avoir éclairé sur Singapour, sur son histoire, sur sa situation et sur ses caractéristiques. Et je vous donne rendez-vous, ainsi qu'à nos auditeurs, pour la semaine prochaine, un autre enregistrement, un autre BADA, dont je ne connais pas encore la destination. Merci, à bientôt.